Cette question, on se la pose tous quand on s'intéresse au personnage. Qui est vraiment Elon Musk? Réponse dans l'enquête inédite, signée Béatrice Mathieu et Emmanuel Botta, aux éditions Robert Laffont. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Grande reporter à l'Express, et gagnant également Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital. Vous avez rencontré ses proches, des membres de sa famille, d'anciens collaborateurs, et il y en a pas mal. Vous n'avez pas réussi à le rencontrer, évidemment. Non. Impossible. Non. Du haut de son Olympe, je ne suis pas sûre qu'il sache qu'on existe. Il y a un service com ou pas là? Ben non, c'est ça qui est merveilleux, hein, que ce soit chez Tesla ou SpaceX ou Neuralink, dans toute la galaxie de ces boîtes en fait. Vous avez toujours une adresse mail, hein, vous avez tesla@presse.com ou .eu, etc. Et puis en fait, ça n'arrive nulle part. Non, non, il a viré son dernier communicant, et puis lui, la communication, ben, c'est lui. Bon, juste si on revient un petit peu en arrière, on peut parler de son enfance. Quel enfant était-il? On dit qu'il a souffert de moqueries, de violence, et il y a une volonté de revanche, de prendre sa revanche. Je pense que le moteur de la revanche est quelque chose qui est très très important chez lui, et on ne peut pas comprendre en fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui si on ne comprend pas les années sud-africaines. Donc Musk est né à Pretoria. Il a vécu à Pretoria dans un quartier, Wakerkloof, qui est le quartier de l'élite blanche sud-africaine, vraiment très dur en fait. Et lui, dans ce pays en guerre, hein, quand il vit, c'est les années 80 et puis une partie des années 90, c'est la guerre à l'extérieur en fait du domicile, mais c'est aussi la guerre à l'intérieur en fait de sa famille. Ça se passe très très mal entre les parents, il y a un divorce très très houleux. Nous on a beaucoup rencontré, beaucoup parlé à Errol Musk qui est son père, qui est un homme très particulier, violent. Il faut voir qu'Errol Musk a abattu 3 personnes qui rentraient dans sa propriété, et il dit bah, c'est normal, c'est comme ça, c'était la légitime défense, etc. Donc il vit et il grandit en fait dans une Afrique du Sud où il faut être dur, il faut aimer le rugby, il faut faire du sport, etc. Et Musk, c'est pas ça du tout. Lui, c'est un gamin timide, très renfermé, qui passe des heures, des nuits entières dans ses bouquins. Il adore la science-fiction. Donc, il brille pas à l'école. Et on a une anecdote, en fait, qui nous a été rapportée par le père, mais confirmée aussi par ses professeurs. Ils nous disent, bon, les premières semaines à l'école, on voit un gamin qui regarde par la fenêtre, qui répond pas, mutique, etc. Et donc, les parents sont convoqués. Et le directeur de l'école dit, écoutez, il y a un problème, c'est qu'on pense que votre gamin, il est attardé, quoi. Et donc, l'école, ici, n'est pas faite pour lui. Il faut lui trouver un établissement spécialisé. Et donc ça montre que c'est un personnage et un gamin singulier. Bien plus tard, dans une émission de télé, il révélera en fait qu'il souffre en fait d'un syndrome autistique Asperger. Qui explique beaucoup de choses dans son rapport extrêmement compliqué avec l'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et là, tous les gens qu'on a rencontrés, qui ont travaillé de façon très très proche avec lui, nous disent que c'est quelqu'un avec lequel le fameux eye to eye, le rapport, le contact visuel est extrêmement difficile. Il ne vous regarde pas dans les yeux, il regarde à côté, il parle, et ses yeux tournent dans tous les sens. Et quand il veut essayer il en fait des tonnes en fait pour essayer d'avoir un comportement un petit peu normal, parce que ça a été très très compliqué. Son enfance a été très compliquée. Patron mégalo ou sauveur de l'humanité, au terme de votre enquête qui a duré un petit moment, j'imagine. Est-ce que vous avez tranché? Les deux, les deux. Évidemment mégalo, mais évidemment persuadé qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, c'est plus que dans l'histoire du business ou vouloir faire des milliards. Je pense que c'est... il croit qu'il va sauver l'humanité? Il croit vraiment qu'il va sauver l'humanité. Ça peut paraître, pour nous, Européens, assez lunaire, en fait, mais il en est vraiment persuadé, et depuis très très longtemps, en fait. Il appartient à un courant, en fait, qui était très en vogue à la fin des années 90, qui avait été popularisé par un ingénieur qui s'appelait Robert Zubrin, qui avait fondé la Mars Society,
Et Musk a fait des pieds et des mains, en fait, pour adhérer à la Mars Society. C'est d'ailleurs par cette société un petit peu secrète qu'il a rencontré, en fait, tous ceux qui lui permettront de créer SpaceX, mais qui lui permettront aussi de racheter Tesla, parce que les vrais fondateurs de Tesla étaient eux aussi membres, en fait, de la Mars Society. Et l'idée le vrai principale... créateur de Tesla, je vous coupe, pardon. Martin Eberhard. Exactement, c'était pas en fait... Non, parce que dans l'histoire que se construit Musk aussi, il réécrit quand même une partie de l'histoire. Et en réalité, Tesla, c'est pas lui. Tesla, c'est pas lui. Tesla a été créé par 2 ingénieurs, dont Martin Eberhard. Et donc, Martin Eberhard était un membre de la Mars Society. Le premier bolide, le petit roadster rouge, ce n'est pas Musk qui l'a imaginé, c'est Eberhard. Donc il y a un côté imposteur quand même dans ce cas-là, à réécrire l'histoire. Il y a un côté très flibustier, pirate. Il est rentré comme actionnaire chez Tesla, et puis à un moment, il a fait un coup d'État, il a viré les vrais fondateurs. Et il réécrit l'histoire en disant « c'est moi qui ai créé Tesla ». Ce qui est vrai dans ce qu'il raconte, c'est que Tesla est devenu ce que l'on connaît aujourd'hui grâce à Musk. Ouais. Et c'est Musk qui a fait de Tesla ce que l'entreprise est aujourd'hui. Et que même Eberhard reconnaît qu'il n'avait pas imaginé ce que Musk a imaginé. Mais ça n'est pas lui qui a Donc c'est plus un businessman qu'un ingénieur, Elon Musk. Non, parce que lui se présente d'abord comme un ingénieur, ouais. En fait, avant d'être un businessman. Il n'est pas guidé par les milliards. Et pour revenir sur cette ambition messianique, à la Mars Society, tous ces gens-là, en fait, tout ce courant de la Silicon Valley est vraiment persuadé que de toute façon, l'humanité ne progresse que dans la conquête de nouveaux territoires, qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a plus de nouvelles terres à conquérir et que de toute façon, le nouvel horizon, c'est l'espace. Et donc, la survie de l'humanité, c'est un avenir multiplanétaire. Et Musk en est totalement convaincu. Pourquoi il est obsédé par la fin du monde ? Parce qu'il considère que la planète est foutue, qu'on a des guerres, qu'il y aura peut-être un nouveau virus et que de toute façon, il faut conquérir de nouveaux territoires. Et donc, objectif Mars. Et là, objectif Ça Mars. reste l'ultime combat pour lui, ça ? Je pense que c'est l'ultime combat. Et d'ailleurs, tout ce qu'il construit, parce qu'on peut se dire finalement... Est-ce qu'il y a une cohérence ? Il y a une cohérence. C'est quelque chose que je me suis posé. Est-ce qu'il y a une cohérence entre tout ce qu'il fait ? Quelle est la cohérence entre Starlink, le Starship, c'est-à-dire sa très très grosse fusée, celle qui a explosé il y a à peu près un mois, The Boring Company, qui est une autre de ces boîtes, c'est des tunnels, en fait, ils creusent des tunnels, entre Neuralink. Quelle est la cohérence de tout ça ? Eh bien... quand on se dit que l'objectif ultime, c'est la conquête de Mars, eh bien, chaque élément, en fait, est une brique de cette conquête de Mars. C'est-à-dire, évidemment, les fusées, les batteries et les voitures électriques pour circuler quand on sera sur Mars, les tunnels, parce qu'on ne pourra pas vivre à la surface de Mars, parce que les rayons, c'est trop dangereux, donc on vivra dans les tunnels. Si on a envie de vivre dans ces conditions-là, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est extrêmement construit et dans le but... effectivement, dans ce but martien. Donc cet empire-là est cohérent. Il y a un management Musk, parce que ceux qui ont bossé avec lui, qui témoignent, ça ne donne pas tellement envie, quoi. Non, ça ne donne pas tellement envie. Alors, c'est un management extrêmement brutal, on peut même dire violent. Tyrannique. Tyrannique, sans affect. Où vous êtes viré, c'est pas du jour au lendemain, c'est de l'heure à une autre, mais sans forme aucune. Musk travaille énormément, il travaille jour et nuit, il n'a pas d'horaire, donc il appelle à 3h du matin, je veux ça tout de suite, et donc on ne dit pas non à Elon. Et donc il lance une idée en disant ça, est-ce qu'on peut être... Il est très... Quand je dis il est plus ingénieur que businessman, c'est-à-dire qu'il challenge énormément ses équipes sur les côtés techniques, en fait, sur les spécificités des moteurs, sur des...
qui est quand même, il a une intelligence assez remarquable, et donc en se plongeant dans les sujets, il est capable de parler d'égal à égal avec les ingénieurs les plus affûtés de la propulsion de tel ou tel moteur, etc. Et donc il les challenge, et donc là, pour eux, c'est impossible de dire « Ah mais non, Elon, c'est pas possible », parce que le pas possible ne fait pas partie de son vocabulaire. Et donc si le pas possible aboutit à que sa voiture explose ou sa fusée explose, c'est pas grave, parce que la construction et la façon dont il voit en fait sa méthode en fait industrielle fait que le crash et l'échec fait partie du modèle. Et c'est ça qui est un des très grands enseignements par rapport à la culture que nous avons en Europe du risque. C'est-à-dire que le risque et l'échec est un élément. Et d'ailleurs, si on n'a pas échoué, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout pour tester le modèle et tester la résistance en fait, de ce que l'on est en train de construire. Bon, on parle évidemment des Tesla, ils sont les voitures leaders sur le marché américain. On parle aussi de la montée en puissance des constructeurs chinois. Est-ce qu'on peut dire qu'il a révolutionné l'auto quand on voit cette compétition farouche avec le secteur automobile chinois? Est-ce qu'il y a un muskisme? Oui, je pense qu'il a révolutionné l'automobile, évidemment, en faisant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en faisant presque l'inverse de ce que Ford a fait au début du XXe siècle. C'est-à-dire que Ford avait fait une production de masse en série en partant sur la Ford T, c'était la voiture pour tout le monde en fait. Lui, il a commencé Tesla en partant sur du luxe, des voitures très très chères, et progressivement on voit qu'il descend plutôt la gamme. Donc c'est vraiment une logique un peu différente. La deuxième chose dans le muskisme, c'est-à-dire qu'il choisit, là encore, à la différence de ce que font par exemple les constructeurs automobiles européens qui travaillent avec des dizaines et des centaines plutôt même de sous-traitants de premier rang, deuxième rang, troisième rang, avec un éclatement incroyable de leur chaîne de production, ce qui les a rendus très très vulnérables pendant le Covid. Lui, il intègre tout. Donc c'est à l'inverse de ça, en fait, jusqu'à fabriquer les sièges de ses voitures, jusqu'à fabriquer le moindre boulon, il intègre. Et cette intégration, en fait, est quelque chose qui est à rebours de l'éclatement des chaînes de production qu'on a vu au cours des 20 dernières années. Ouais. Un petit mot, Béatrice, sur l'intelligence artificielle. Il a pris une position très claire. Il dit que c'est, selon lui, l'arme la plus dangereuse. C'est même plus dangereux que l'arme nucléaire pour l'humanité. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dénonce comme ça ces dangers? Parce qu'il a pris du retard dans le... Non, parce que je pense que ça fait très longtemps en fait qu'il dénonce en fait les dangers de l'IA. Depuis 2017, en fait, il demande qu'il y ait une régulation de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il faut se rappeler quand même que c'est lui qui est, avec Sam Altman, à l'origine de la création d'OpenAI, qui a créé ChatGPT. Mais dans sa vision, en fait, OpenAI était une association à but non lucratif. Et pourquoi il s'est fâché avec Altman? C'est parce qu'Altman, après, en a fait quelque chose de lucratif. Il a fait du Musk. Hein. Voilà. Et ça, Musk était absolument opposé à cela. Alors, il ne cesse de dénoncer. Il faut voir qu'il vit... Musk vit dans un monde auquel on a du mal à adhérer parce qu'il a été construit et il vit presque encore dans les bouquins de science-fiction, en fait, qui l'ont servi presque de colonne vertébrale. Et il y a plein de grandes nouvelles de science-fiction qui montrent, en fait, ou qui racontent plutôt les dangers, en fait, d'une intelligence artificielle dont l'homme perd le contrôle. Ouais. Et donc, lui, la réponse à ça, à l'IA, c'est Neuralink, c'est l'homme augmenté, c'est l'interface homme-machine dont on a appris aujourd'hui, en fait, que les autorités fédérales américaines du médicament lui autorisent, en fait, à faire les premiers tests sur des êtres humains. C'est quoi l'homme augmenté comme réponse à l'IA? C'est-à-dire, il est persuadé que de toute façon, à un moment, l'IA sera supérieure à l'homme, et donc il faut rendre l'homme d'une certaine façon plus intelligent, plus résilient pour résister à la machine. Bon, dernier point, il faut en parler, la démocratie. Twitter, c'est son joujou. Il l'a racheté en disant justement vouloir vraiment aller vers plus de démocratie. Certains disent qu'aujourd'hui, Elon Musk est un danger pour la démocratie. Oui, je pense que l'homme est fantasque.
on voit bien dans Ouais. c'est Un euphémisme. le peu de le dire, dans ses déclarations à l'emporte-pièce, voilà. Et il a un joujou extrêmement puissant entre les mains, avec une puissance de feu derrière qui est quand même assez phénoménale. Et on voit bien que ses prises de position clivantes sur les 2 dernières années, encore cette semaine, où c'est lui qui interroge DeSantis, Alors, pourquoi est-ce qu'il interviewe Ron DeSantis qui lance sa candidature à la présidentielle américaine face à Donald Trump? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? C'est ce qu'on se demande, mais clairement... En plus, il y a eu un bug technique. En plus, bon, ça ne s'est pas bien passé, donc c'est pas une bonne, ça lui fait pas tellement une bonne pub pour lui aussi. Ouais. Mais de toute façon, il se substitue aux médias. Il pense que de toute façon, les médias traditionnels, les journaux, les télés, etc., ne servent à rien, que le vrai pouvoir, la vraie information, elle est dans Twitter et puis dans le... Chacun est... C'est pas une information, c'est une opinion. Une opinion, et que, voilà, et que de toute façon, les journaux sont morts. Et il se métamorphose, comme il n'a pas besoin de directeur de la communication pour faire les pubs, il n'a pas besoin de journaliste, et lui-même fait l'interview de Ron DeSantis. Donc c'est totalement surréaliste, et on voit bien que par là, s'il décide de faire la campagne de DeSantis et de mettre Twitter au service de DeSantis, ça peut quand même rebattre les cartes. Bon voilà, il faut lire l'enquête inédite Elon Musk, signée Béatrice Mathieu, Emmanuel Botta, aux éditions Robert Laffont. Merci Béatrice. Merci David. Salut.